Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Christophe Thiel. Donc bienvenue à vous. Vous êtes à l'origine du projet, enfin en tout cas vous avez travaillé sur Je suis Providence de Esti Joshi qui vient de paraître aux éditions ActuSF. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage ? C'est la biographie de référence de Lovecraft, voilà. Il y a une interview dans laquelle que les spectateurs qui sont là en ce moment verront certainement, et dans laquelle Joshi lui-même parle du travail qu'il a effectué sur cette biographie, qu'il a pris plusieurs années à écrire à partir d'une grosse masse de documents. Donc maintenant, après plusieurs années d'attente, c'est l'édition française qui s'offre à tous les Lovecraftiens et Lovecraftiennes de l'Hexagone. Donc vous avez travaillé directement avec lui pour la traduction de l'ouvrage ou en fait vous a laissé carte blanche Alors je me suis muni de l'édition numérique, de la dernière édition numérique de Je suis Providence que j'avais déjà depuis un petit moment. Et puis je lui ai envoyé un mail dans lequel je lui ai demandé, alors voilà, est-ce qu'il y a du nouveau depuis cette édition et est-ce qu'il y a un truc spécial à dire aux lecteurs français? Et la réponse a été non, pas spécialement, dans les deux cas. Donc on a attaqué avec ce texte. Il a été réparti entre une Dream Team de 10 traducteurs et traductrices, triés sur le volet, parmi des gens dont je connais les qualités, aussi bien les qualités de traducteur que les qualités humaines, parce que quand on travaille à long terme, une année en tout, eh bien, il faut bien s'entendre. C'est un peu comme quand on fait une expédition dans l'espace, et il vaut mieux être entre amis. Donc là, ça a été le cas. Et ça nous a pris donc une année de boulot. Les traducteurs et traductrices ont été invités à choisir les chapitres qu'ils préféraient en fonction des thèmes. Donc certains ont préféré travailler sur les lectures de jeunesse de Lovecraft, d'autres sur l'origine de sa famille, d'autres sur la période de sa mort, de sa maladie et de sa mort. Voilà, en fonction des préférences donc, de chaque personne. Et est-ce que c'est difficile à traduire Lovecraft, son univers parce que bon, quand même un certain nombre de termes qui lui sont propres. Alors en fait, dans cette biographie, il y a plusieurs couches de texte. Il y a le liant, il y a le texte, le fil rouge principal qui est le texte de Joshi. C'est pas très difficile à traduire, c'est un style un petit peu universitaire, mais il y a des petits trucs à faire pour le rendre plus attrayant. Et puis il y a les grumeaux qui sont liés par ce liant et dans lesquels on trouve pas mal de textes de Lovecraft lui-même. Et le souci, c'est que beaucoup étaient non pas déjà publiés, auquel cas c'est très facile, on va chercher le texte publié en français, on le recopie, mais des textes qui sont inédits, qui n'ont jamais été publiés en français. Donc là-dedans, on trouve des bouts de lettres, on trouve des bouts d'essais, et on trouve des poèmes. Et alors là, pour les poèmes, ça n'a pas été très évident. Les traducteurs et les traductrices ont fait un boulot remarquable, c'est-à-dire qu'on récupère ces poèmes traduits, souvent avec des rimes qui fonctionnent, qui ne sont absolument pas forcés, donc ils ont fait, alors qu'ils n'étaient pas du tout commandités pour faire de la traduction de poésie, mais ils ont fait de la traduction de poésie qui fonctionne. Alors bien sûr, c'est pas de la grande poésie, mais ça marche. Donc voilà, chapeau à eux, quoi. Donc pas d'alexandrin, mais ça fonctionne. Ça fonctionne effectivement. Et vous alors, est-ce qu'il y a une partie de ce biographie qui vous parle plus qu'une autre, une facette de Lovecraft en fait, qui vous fascine, que vous ne connaissiez pas peut-être? Alors évidemment, tout ce qu'on ne connaît pas, et quand on a lu que sa fiction, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas, et bien on le découvre en lisant cette bio, et ça fait beaucoup. Bon, il y a quand même, voilà, c'est 2 tomes, 3 millions de signes et quelques, c'est colossal, la masse d'informations sur ce qu'il fait au jour le jour, ses préférences dans tous les domaines, que ce soit en littérature fantastique, ou que ce soit en parfum de glace, quoi. Donc voilà, effectivement, on découvre, il y a tout à découvrir. Moi, personnellement, je dirais que c'est l'ensemble qui m'a plu. C'est justement ce fait, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, on a l'impression de suivre Lovecraft dans ses balades dans les rues de Providence, de l'accompagner, de le voir se pencher pour caresser un chat qui passe par là et admirer une façade. Et ça, c'est merveilleux. Et est-ce que lire la biographie permet d'appréhender son œuvre différemment ou finalement qu'on la lise ou pas, ça change pas grand-chose? Le travail magnifique de Joshi, c'est que non seulement il raconte la vie de Lovecraft, mais il y a une analyse approfondie de chaque texte, y compris des textes assez méconnus. Et il y a une mise en relation entre le contenu, le cadre, les personnages de beaucoup d'histoires et des événements de la vie de Lovecraft, des voyages qu'il a fait, des personnes qu'il a rencontrées. Ce qui m'a frappé par exemple, c'est celui qui chuchotait dans les ténèbres, qui est à peu près contemporain ou un petit peu postérieur à la visite de Lovecraft dans le Vermont.
et à sa rencontre avec un vieux monsieur qui vit tout seul dans une ferme isolée en haut des collines, entouré d'une forêt très épaisse et très mystérieuse, où finalement n'importe quoi pourrait se dissimuler. Ce qui peut faire frémir rien que de l'imaginer, surtout. Voilà, et Lovecraft a su l'exploiter très bien en imaginant qu'effectivement il y a des choses qui se dissimulent dans les collines. D'accord. Et vous êtes aussi donc quand même un spécialiste français de Lovecraft. Vous avez écrit le guide Lovecraft qui est aussi chez ActuSF. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, cet auteur? J'ai rencontré Lovecraft quand j'étais étudiant, que je m'intéressais beaucoup aux sciences humaines et entre autres, mais pas seulement, à l'anthropologie. Et je suis tombé à plusieurs occasions sur l'adjectif Lovecraftien. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être Lovecraftien et que veut dire cet anthropologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les mots, la mort, l'essor, qui parle de la sorcellerie dans le bocage mayennais. Que veut-elle dire quand elle qualifie telle chose, telle situation, telle idée de Lovecraftien? Eh bien, j'ai creusé un petit peu et jusqu'au jour où j'ai découvert un recueil qui venait de paraître chez Belfond, Dagon, avec une très belle couverture. Donc il y avait deux choses qui m'ont attiré. Le mot Lovecraft écrit en gros, et puis cette couverture étonnante. J'ai acheté le bouquin, et voilà, c'était le point de départ. Une couverture déjà avec des tentacules ou quelque chose? Pas du tout. Non. Pas du tout. La couverture était plutôt un tableau surréaliste qui représentait une scène sous-marine avec des baleines qui passaient. Sauf que au premier plan de cette scène sous-marine, il y avait un lit défait. Oui, donc ça interroge en tout cas. Et vous alors, quel livre, quel récit vous a le plus marqué, celui que vous conseilleriez au lecteur? Alors j'aurais des tas de choses à dire et je dirais pas forcément toujours la même chose. Si l'idée c'est de donner un petit conseil sur par quoi commencer, on connaît pas du tout Lovecraft et on a envie d'avoir un petit concentré comme ça, je proposerais la nouvelle Dagon, qui est courte, qui est frappante, et où il y a des thématiques typiquement Lovecraftiennes qui ressortent immédiatement alors qu'il a écrit assez tôt, en 1917. Et donc on voit une île perdue au milieu du Pacifique, on devine une race de monstres aquatiques, et puis on a cette perspective angoissée d'un surgissement comme ça des créatures des profondeurs qui peuvent peut-être venir écraser l'humanité. Voilà, ça me paraît pas trop mauvais comme point de départ. Maintenant, voilà, beaucoup de Lovecraftiens, comme leur maître, sont des amis des chats. Steve Joshi ne fait pas exception, même s'il n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et Les Chats d'Ultar est toujours une lecture absolument charmante, avec un style très différent, un style fantasy, doté d'une pointe d'ironie, qui a beaucoup de charme aussi. Et celle qui ferait le plus peur alors? Alors le plus peur, ça dépend. Chaque personne a ses ressorts de la peur qui lui sont personnels. Il y a des gens qui vont plus être terrifiés par la décomposition, les cadavres, et d'autres parce que Lovecraft qualifiait de peur cosmique la perspective de choses terribles qui viennent d'ailleurs. Je peux dire que quelque chose comme par exemple Dans l'abîme du temps peut faire peur à beaucoup de gens parce qu'il y est question d'une personne qui est dépossédée de son propre esprit pendant toute une période de la vie. Et alors, on est chez Lovecraft, donc on va découvrir que cette dépossession est l'œuvre de créatures extraterrestres dotées d'une technologie très avancée. Mais rien que cette idée de se retourner sur 10 ans de son passé et de se rendre compte que ce n'était pas soi-même, eh bien, je pense que ça peut créer la terreur. Ce que je comprends parfaitement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon salon. Merci.